6 minutes 40 pour réviser cette première leçon de l'année de tronc commun, histoire générale en terminale sur la crise de 29. Cette leçon, elle se décompose en deux parties. Une première qui forcément s'intéresse aux États-Unis et à cette crise qui part de ce pays, fin des années 1920, pour arriver ensuite sur un grand 2 qui parle d'une mondialisation de la crise, puisque la crise ensuite elle a gagné le reste de la planète. Alors on a commencé le cours en expliquant que juste après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont une économie florissante, un PIB qui domine, vous le voyez, les autres États industrialisés de la planète. Alors ça s'appuie sur quoi cette puissance économique des États-Unis? D'abord et avant tout sur la dette des États européens vis-à-vis de eux-mêmes, puisqu'ils ont prêté beaucoup d'argent pendant la Première Guerre mondiale. Et puis c'est également une économie qui repose sur une industrie qui fonctionne très très bien. On le voit ici dans l'industrie Ford avec le travail à la chaîne, mais aussi sur des ménages qui consomment beaucoup avec par exemple l'usage de crédit. Et un crédit qui permet aussi à de nombreux Américains parfois de tenter leur chance à la bourse. Et on a cette société qui n'hésite pas à investir massivement pour certains Américains dans cette bourse de Wall Street à New York, et on peut espérer des gains, on l'a dit en classe à l'époque, de près de 400% par rapport à votre mise de départ. Alors lors de ce jeudi noir, vous le voyez également sur cette courbe, il y a un effondrement brutal des cours de la bourse, on appelle ça un krach boursier, et ce krach boursier va semer un vent de panique à la fois à la bourse de Wall Street, mais ça va également s'étendre au reste du pays, et les États-Unis vont être durement touchés par ce krach boursier. Et rapidement, ce krach boursier va devenir une crise plus profonde qui va toucher en profondeur la société américaine. Alors c'est un mécanisme que l'on a illustré à travers ce petit schéma que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est parti d'une surproduction, puisqu'on l'a dit, les États-Unis produisaient énormément, mais cette surproduction, au bout d'un moment, les produits ne se vendent plus forcément, on l'a expliqué en classe, d'où ensuite un krach boursier, et puis finalement des usines qui sont en difficulté, un chômage qui se généralise et une baisse de la demande. Alors on le voit ici, l'évolution du chômage, elle est évidemment très très importante aux États-Unis. Ça crée évidemment socialement de grosses difficultés pour de nombreux Américains. Et à ce moment-là, l'économie américaine peut attendre un coup de pouce de l'État qui ne viendra pas, puisque le président en place, qui est Hoover, pense que l'économie va se réguler seule, c'est-à-dire va finalement reprendre d'elle-même un cercle vertueux. Or, on le voit bien notamment à travers, par exemple, le travail de Dorothy Lange, qui est une photographe qui a photographié un peu cette misère au sein des États-Unis, mais aussi avec l'apparition de bidonvilles au sein, par exemple, de la ville de New York, comme vous le voyez ici. On les a d'ailleurs surnommés Hooverville par rapport à ce président américain qui n'a pas agi. Il y a une misère très forte qui va gagner les États-Unis. Alors, le président qui va gagner les élections suivantes, il base son action et son programme sur ce New Deal, c'est-à-dire cette nouvelle donne. Il pense, lui, que justement pour sortir de cette grande dépression, c'est-à-dire vraiment une crise sur le long terme, un appauvrissement total, on parle de paupérisation de la société américaine, là il faut une intervention de l'État, il est interventionniste, et on le voit, il va lancer des véritables programmes pour l'emploi, avec notamment la mise en place de grands travaux, mais également pour la première fois un programme de sécurité sociale aux États-Unis. L'État intervient donc dans l'économie pour relancer la machine. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie de notre cours. Alors la crise va gagner le reste de la planète, notamment parce que d'abord les États-Unis vont rapatrier les capitaux qu'ils ont investis en Europe et également en Amérique latine. Et il y a un vent de panique qui va ainsi gagner les autres continents. Et puis il faut également rappeler, par exemple pour l'Amérique latine, que les États-Unis restent leurs premiers partenaires commerciaux. Et donc les exportations, d'une manière générale, comme vous allez le voir sur le graphique, vont reculer de 72% dans le monde. Donc une chute importante des exportations. Et pour des pays comme les pays d'Amérique latine qui sont avant tout basés sur l'exportation de matières premières, de matières agricoles, évidemment c'est une catastrophe et il va y avoir des répercussions sociales très importantes. On va également retrouver ces répercussions sociales un peu partout en Europe, avec des chiffres du chômage qui ne cessent d'augmenter. Alors l'un des cas les plus frappants, évidemment, c'est le cas de l'Allemagne, puisque vous le voyez, sur l'année 1932, on compte 43% de chômeurs dans la société allemande, et ça va avoir des conséquences politiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une recomposition progressive dans certains États de toute l'organisation politique, puisque par exemple, vous le voyez, à mesure que le nombre de chômeurs augmente en Allemagne, les voix qui vont se tourner vers le parti d'Hitler, le NSDAP, ne cessent également d'augmenter. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un modèle qui, vous le voyez, se présente comme étant en rupture avec les modèles en place et promet du travail, du pain.
Alors en Amérique latine, on va également avoir des dictatures qui vont se mettre en place et puis des régimes populistes, c'est-à-dire qui vont s'appuyer sur un fort soutien populaire, mais aussi sur un nationalisme important, c'est-à-dire des politiques de grandeur nationale. Vous voyez ici avec l'exemple de Vargas, mais on a vu également des exemples en Argentine avec cette décennie qu'on appelle la décennie infâme. Alors partout dans le monde, les grèves, les manifestations se multiplient, on a des marches de chômeurs, on a des syndicats qui s'organisent pour organiser des grèves également. Et en France, ça va entraîner une recomposition politique assez originale, puisqu'on ne va pas basculer dans l'autoritarisme ou le populisme, mais davantage en 1936 vers le Front populaire, c'est-à-dire une coalition, des partis de gauche qui vont s'unir. Alors vous les voyez, le PCF, Parti communiste, SFIO, Parti socialiste et le Parti radical. Et donc ils forment avec l'union de ces trois partis le Front populaire dirigé par Léon Blum, et ils vont faire passer des lois sociales, des mesures sociales qui sont assez originales pour l'époque, vous le voyez, et qui marquent un vrai tournant dans notre pays, puisque avec les accords Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, on a un certain nombre de lois sociales importante, la semaine de 40 heures, 2 semaines de congés payés notamment. Et donc c'est un modèle qui se différencie évidemment par exemple du voisin allemand ou de ce qui peut se passer, on l'a dit, en Amérique latine. Alors dans les dictatures, on en reparle par exemple en citant l'exemple italien, on a des régimes qui vont se tourner progressivement vers l'autarcie, vers les politiques de grands travaux. Et puis l'Allemagne, elle, n'hésite pas aussi à lancer avec Hitler une politique de réarmement. Alors on sait qu'elle n'en a pas le droit avec le traité de Versailles, mais vous le voyez, elle multiplie évidemment les dépenses pour réarmer son pays. Alors avec cette leçon, on se rend bien compte qu'après la crise de 29, les États ont été obligés d'intervenir dans l'économie. Finalement, avec Roosevelt, on retrouve les théories économiques de Keynes qui dit que l'État doit intervenir en lançant également des politiques massives où l'État doit parfois même s'endetter pour relancer l'économie. Et puis on a également les autres exemples qui sont les exemples un peu plus populistes et dictatoriaux où ce sont des États qui prennent totalement l'économie en main, ce qui va nous amener à parler des régimes totalitaires.